Au sommaire de cette édition, après plusieurs jours de tractation, le Premier ministre gabonais a annoncé ce dimanche soir la formation d'un gouvernement composé de 40 membres. En Libye, le gouvernement d'Union nationale a affirmé ce lundi avoir tué 80 djihadistes à Sirte, et ce, au cours de leur offensive pour reprendre la ville. Et puis, lors de référendum sur l'accord visant à clore 52 ans de conflit, les Colombiens ont rejeté ce dimanche la paix avec la guérilla des FARC. Voilà ainsi présenté l'ossature de cette édition. Bonsoir à tous et bienvenue. Au Cap-Vert, le président sortant Joaquim Carlos Fonseca a été réélu au premier tour ce dimanche avec plus de 70% des voix. Ceci à l'issue d'un scrutin marqué par une abstention de plus de 60% selon des chiffres officiels partiels. Selon les résultats provisoires partiels publiés sur le site du gouvernement, Joaquim Carlos Fonseca, candidat du Mouvement pour la démocratie, était crédité de plus de 73% des suffrages. Ces résultats officiels partiels concernent plus de 1000 bureaux de vote sur un total de 1265, soit plus de 80%. Ceci est une victoire historique du point de vue des résultats. La victoire que nous avons réalisée en gagnant dans toutes les îles et dans les circonscriptions électorales de la diaspora est la plus importante de la démocratie capverdienne. É a mais expressiva de sempre na democracia cabo-verdiana. Era uma vitória esperada. Eu sempre disse que tinha a convicção. Ce fut une victoire attendue. J'ai toujours eu la conviction de gagner cette élection clairement. Mais je sais qu'en démocratie, il n'y a pas de victoire en avance. C'est pourquoi j'ai appelé au vote. Não há vitórias antecipadas e por isso apelei ao voto. Le scrutin a été supervisé par 29 observateurs de l'Union africaine et une vingtaine de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, pour qui tout s'est bien passé. Nous sommes impressionnés par d'abord le calme qui a toujours régné, donc avant les élections, pendant les élections, et nous allons continuer comme ça pour après les élections. La campagne pour l'élection présidentielle s'était achevée ce vendredi sans incident ni grande effervescence. Notons que cet archipel d'Afrique de l'Ouest est doté d'un régime semi-parlementaire dans lequel l'exécutif est dominé par le Premier ministre, le président jouant davantage un rôle d'arbitre. Au Gabon, le premier gouvernement du mandat 2 d'Ali Bongo Ondimba est enfin formé. Annoncé ce dimanche par le Premier ministre Emmanuel Issoze Ngondé, il compte quelques rares personnalités de l'opposition qui font leur entrée. Le ministère de la Défense est désormais rattaché au secrétaire général de la présidence. L'équipe est composée de 40 membres et compte un peu plus de 30% de femmes. Pour rappel, le chef de l'État sortant Ali Bongo, 57 ans, a prêté serment mardi dernier pour un deuxième septennat après la confirmation par la Cour constitutionnelle de sa victoire. En Éthiopie, plusieurs citoyens ont perdu la vie ce dimanche. C'était au cours d'affrontements entre policiers et manifestants. Une situation qui a semé un grand mouvement de panique au cours d'un festival traditionnel au sud de la capitale. Les images. Ils étaient venus assister au festival traditionnel Oromo Iresha, une cérémonie qui marque la fin de la saison des pluies en Éthiopie. Mais la cérémonie a dégénéré lorsque les dirigeants Oromo affiliés au gouvernement ont été pris en partie par la foule. Des affrontements ont donc éclaté entre policiers et manifestants. Ces derniers ont lancé des pierres et des bouteilles sur les forces de sécurité qui ont riposté d'abord à coups de bâton puis avec des gaz lacrymogènes dont les tirs ont provoqué un mouvement de panique. Après la manifestation à Gishi, des centaines d'étudiants Oromo ont été tués en presque un an. Comme vous l'avez vu dans ce festival, des milliers d'Oromo ont scandé des slogans pour la liberté. Nos étudiants, nos dirigeants politiques, nos intellectuels et de nombreux jeunes sont en prison. Nous avons besoin de liberté dans ce pays. Dans un communiqué, le gouvernement éthiopien a regretté des pertes en vies humaines sans en préciser le nombre.
Mais du côté de l'opposition, on estime que le bilan dépasse les 100 morts. Le festival Irecha rassemble chaque année des centaines de milliers, voire des millions de personnes de toute la région Oromo sur les rives du lac Arsadi. L'Éthiopie, il faut le dire, est actuellement en proie à un mouvement de contestation antigouvernementale sans précédent depuis une décennie. Un mouvement qui a débuté en région Oromo dans le centre du pays au mois de novembre 2015 et qui s'est étendu depuis l'été dans le nord. Direction la Libye, où 80 djihadistes ont été tués ce dimanche au cours d'une offensive pour reprendre Sirte, bastion du groupe État islamique. C'est du moins ce qu'ont affirmé ce lundi les forces du gouvernement libyen d'union nationale. Mais de sources indépendantes, ce bilan n'était pas vérifiable. Les forces pro-gouvernementales, dont 8 soldats, ont été tués et 57 blessés dans les seuls combats de ce dimanche, ont indiqué après avoir pris de nombreux véhicules, armes et munitions aux djihadistes. Par ailleurs, ce samedi, les avions militaires des forces du gouvernement d'union nationale avaient effectué 6 sorties pour préparer le terrain à l'avancée des troupes vers le réduit djihadiste situé dans l'est de la ville. Lancée le 12 mai dernier, l'opération de reconquête de Sirte progresse par à-coups, l'armée lançant régulièrement de nouvelles offensives entrecoupées de périodes de calme. En Afrique du Sud, Greenspace, une ONG de protection de l'environnement, dénonce le projet de construction d'un réacteur. Elle estime que la décision d'investir dans le nucléaire n'est pas rationnelle. Après plusieurs reports de la relance de son programme nucléaire civil, le gouvernement sud-africain va devoir réfléchir plus avant toute décision de mise en œuvre réelle de ce projet. Le projet de construction de 6 à 8 nouveaux réacteurs d'une capacité de 9600 MW, formalisé en 2010, va devoir attendre encore quelques mois pour devenir une réalité en Afrique du Sud. L'ONG Greenspace évoque plusieurs raisons qui nécessitent plus de réflexion de la part du gouvernement avant la mise en place de ces réacteurs. De nombreuses études ont montré que le prix de l'électricité fournie par le nucléaire serait beaucoup plus cher que notre électricité actuelle. Alors qu'avec des projets d'énergie renouvelable qui respectent les délais et les budgets, on obtient une énergie moins chère. Et donc, quand on regarde ce qui est réellement dans l'intérêt du peuple sud-africain, qui a vraiment du mal à faire face aux prix élevés de l'électricité, le nucléaire ne devrait jamais être une option. Ce méga-projet est très attendu dans le pays car il devra confirmer le redémarrage de la construction nucléaire dans le monde. En annonçant un nouveau report, le ministère de l'Énergie a rappelé qu'il reste totalement engagé dans son programme de construction nucléaire. L'Afrique du Sud est le seul pays engagé dans l'aventure atomique civile sur un continent dont les 2 tiers des habitants sont privés d'accès à l'électricité. 2 réacteurs sont en service depuis 30 ans à Koberg, dans le sud-ouest. Suite à une dette estimée à 2 milliards par un de ses partenaires d'affaires, un aéronef de la compagnie aérienne camerounaise Camerco a été saisi depuis le 16 septembre à Johannesburg, en Afrique du Sud. Une situation préoccupante pour l'entreprise d'État qui ne dispose que d'une flotte de 5 avions. Nassis Oum pour le reportage. En maintenance en Afrique du Sud, un des Boeing 737 de Camerco, la compagnie aérienne publique camerounaise, a été saisie pour 2 milliards de francs CFA pour frais de location impayés. C'est un problème de procédure, ce n'est pas un problème de 2 milliards. Vraiment, la lumière est en train d'être faite là-dessus. Le directeur général et son staff ils sont en train de réfléchir là-dessus. Et ce partenaire avec qui nous avons signé ce contrat, nous allons bientôt nous retrouver pour que cette spirale ne reprenne pas tout le temps. Parce qu'il est très difficile de mettre un plan d'action sur place et qu'à chaque moment, qu'on dise qu'un avion est saisi. Non. Un coup dur pour cette entreprise qui ne dispose que de 5 aéronefs, dont le plan d'exploitation devra entraîner des conséquences sur le fonctionnement de cette compagnie publique. Cette nouvelle affaire révèle une fois de plus que la compagnie aérienne publique camerounaise fait face à d'énormes difficultés financières qui s'aggravent au fil des jours.
en entendant l'effectivité du plan d'urgence proposé par le cabinet Boeing Consulting qui a été validé par le gouvernement camerounais qui prévoit d'injecter 60 milliards de francs CFA pour la relance de l'entreprise avec la prise en charge de la dette qui s'élève environ à 35 milliards de francs CFA, la Cameroun Airlines Corporation continue à survivre exclusivement grâce aux perfusions financières de l'État, son actionnaire unique. Au Cameroun, Rigobert Song, l'ex-capitaine de l'équipe nationale de football, a été victime d'un accident vasculaire cérébral ce dimanche. Ce lundi matin, il se trouvait dans le coma. Selon la Cameroun Radio-Télévision, l'actuel sélectionneur de l'équipe A' du Cameroun a été admis au centre des urgences de Yaoundé et les pouvoirs publics envisagent une évacuation sanitaire ce lundi par aéronef médicalisé. Surnommé Magnan, l'emblématique capitaine des Lions indomptables détient le record de participation à la Coupe d'Afrique des Nations. Totalisant 137 sélections, il a également disputé 4 phases finales de Coupe du Monde, notamment celles de 1994, 1998, 2002 et 2010. En club, Rigobert Song a notamment joué en France, à Metz et à Lens, en Angleterre, à Liverpool et en Turquie, à Galatasaray et Trabzonspor. En interactualité, contre toute attente, les Colombiens ont rejeté de peu ce dimanche la paix avec la guérilla des FARC. C'était lors d'un référendum sur l'accord visant à terminer 52 ans de conflit. Bien que les résultats placent le président Juan Manuel Santos dans une position inconfortable, il promet continuer à chercher la paix. Fin de scrutin crucial pour arriver à un accord de paix avec les FARC en Colombie. À l'issue du vote, le non s'est imposé avec 50,21% contre 49,78% en faveur du oui. La guérilla colombienne des FARC a profondément déploré le rejet par les Colombiens de l'accord de paix signé avec le gouvernement. Elle rappelle son engagement envers une solution négociée pour mettre un terme à plus d'un demi-siècle de conflit. Les FARC maintiennent leur volonté de paix et réitèrent leur disposition à utiliser seulement la parole comme arme de construction vers le futur. L'ex-président colombien Álvaro Uribe, féroce opposant à l'accord de paix avec la guérilla des FARC, a appelé à un pacte national. Les sentiments des Colombiens qui ont voté oui, de ceux qui se sont abstenus et de ceux qui ont voté non, ont une chose en commun. Nous voulons tous la paix. Nous voulons contribuer à un accord national pour qu'ils écoutent quelles sont nos raisons. Nous savons que nos compatriotes qui ont voté oui nous écouteront lorsqu'ils entendront notre message de bonne volonté. Ils les écouteront. Nous demandons la même chose au gouvernement, à ses négociateurs et à la communauté internationale. Le président Juan Manuel Santos a reconnu la défaite au référendum. Non me rendiré. Je ne me rendrai pas. Je continuerai de chercher la paix jusqu'à la dernière minute de mon mandat parce que c'est le chemin pour laisser un meilleur pays à nos enfants. Demain, je convoquerai toutes les forces politiques et en particulier celles qui se sont manifestées aujourd'hui pour le non, pour les écouter, pour ouvrir les espaces de dialogue et déterminer le chemin à suivre. Ce rejet était inattendu, la plupart des sondages donnant le oui en tête avec 55% à 66% des intentions de vote selon les dernières enquêtes publiées. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition que j'ai pris du plaisir à vous présenter. Merci à